poisson. Je bois au chocolat, je ma boisson. C'est quoi possible? Racine, carré. Pi est égal à 3,141662965359747, etc., etc., etc. Ohé, Donald! C'est moi. Où suis-je? Au pays mathémagique. Au point à ma ouette. Qu'est-ce que c'est? C'est le paradis de la grande aventure. Mais êtes-vous? Je suis un esprit. L'esprit même de l'aventure. Bon, ça va. Qu'est-ce que c'est? Je vous propose un voyage étonnant au royaume des mathématiques. La boîte? C'est pour ma grosse tête. Grosse tête. Soyons sérieux, Donald. Vous aimez la musique, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, sans ces grosses têtes, il n'y aurait pas de musique. Oh. Venez. Nous allons dans la Grèce antique, à l'époque de Pythagore, la plus grosse de toutes les grosses têtes. Pythagore. Oui, l'inventeur, le père des mathématiques. Mathématiques? Moi, c'est... Et vous conviendrez que les mathématiques sont à la base de tout. Voyez plutôt. Ah, avant tout, il me faut une corde. Étirez bien fort. Faites-la vibrer. Maintenant, coupez en deux. Faites-la vibrer de nouveau. Vous voyez, c'est le même son, mais un octave plus haut. Recoupez en deux ce morceau. Puis ce morceau. Pythagore a découvert que l'octave avait une proportion harmonique de 2 à 1. Par simple fractionnement, il est arrivé à ceci. Partant de cette harmonie en chiffres, il a développé la gamme musicale que nous connaissons. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connue sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Chut, c'est une séance d'études. Ah ouais, faut que ça saute. Chut. Et c'est ainsi que les disciples de Pythagore, ces maîtres S grosses têtes, sont à la base de notre musique moderne.
mon pote, bravo. Chouette, mais là, carré et pipe. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Le rectangle d'or s'est imposé à notre monde moderne. Les peintres modernes ont redécouvert la merveille de ses proportions. En fait, on trouve cette proportion idéale dans la vie même. Oh, maman. C'est à moi. À moi, c'est à moi. Enfin. Allons, Donald. À moi. Non. Point, proportion. Pas tout à fait, non. Ah, non, je crains que non. Ah, on ne peut pas être tous mathématiquement parfaits. Pourquoi pas? À présent que vous êtes empêtrés dans ce pentagone, voyons comment la nature utilise cette même forme mathématique. Le pétunia. Le jasmin étoilé. L'étoile de mer. Quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. On trouve dans la nature des milliers de spécimens du type étoile, bien dignes d'être affiliés à la secte des pythagoriciens. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité.
Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. La profusion des conformations du type mathématique nous amène à méditer profondément l'énoncé de Pythagore. Tout a été mis en place suivant un nombre et une forme purement mathématiques. Eh oui, on trouve les mathématiques dans la musique, dans la plupart des arts, dans presque tout. Et comme les Grecs l'avaient pressenti, les règles sont demeurées inchangées. Alors, Donald, votre escapade géométrique vous a-t-elle satisfait? Oui, monsieur. Ma maître est Je ne vous le fais pas dire. Les mathématiques sont aussi à la base de certains jeux. Commençons par un jeu qu'on joue sur des carrés. Non, les échecs. C'est une bagarre mathématique entre deux cerveaux. Un jeu qui, depuis des siècles, fait la joie des rois comme celle des manants. N'oublions pas que Lewis Carroll, fameux mathématicien doublé d'un écrivain, employa un jeu d'échecs comme décor de son roman À travers le miroir. Rappelez-vous, Alice s'y trouva en face d'un groupe pas particulièrement amical et ne goûtant pas la plaisanterie. Par le ciel, qu'est-ce ci? Sur mon âme, serait-ce un pion paulmé? Peu me chaud qu'il soit, Donald. Abracadabran. Ce pourrait être une Alice. Non et non, c'est un pion paulmé. Pion palmé? Arrêtez cette pôle. À moi! Maintenant, vous pouvez suivre le jeu sous un angle plus favorable. Le jeu d'échecs est fait de stratégies savamment calculées. L'échiquier est géométrique, les coups sont mathématiques. Échec et mat. Tout est fini, n'en parlons plus. D'une manière générale, on peut dire que tous les jeux se jouent sur des surfaces géométriques. Un terrain de baseball est carré. Et sans mathématiques, on ne pourrait pas compter les points. Le football américain et autres est joué sur un terrain rectangulaire avec des lignes intrinsèques de démarcation. Le basketball se joue en cercle, en sphère et en rectangle. La marelle n'est que suite de figures à angle droit. Bon, à présent, il s'agit d'un jeu qui se pratique sur fond de quadrilatère parfait, pour lequel on utilise 3 sphères parfaites et un tas de petits losanges. Il s'agit du billard américain. Est-ce que par hasard vous sauriez y jouer? Voyons comment un as du billard fait marcher son cerveau quand il joue à 3 bandes. 3 bandes, c'est le terme.
Non seulement la bille doit cogner les deux autres, mais en plus, il faut qu'elle touche 3 fois la bande avant de frapper la dernière des billes. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Seul un expert peut réussir plusieurs coups de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la chance? Pas du tout. Pure technique. Pour jouer comme ça, il faut savoir calculer tous les angles de tir. Technique, avant tout. Il frappe sa bille en bas de sorte qu'elle tourbillonne et revienne en arrière. En frappant la bille du côté droit, elle filera le long de la bande. Oh, ça demande beaucoup de pratique. 1, 2, 3. Et voilà. Mais si ce jeu exige une concentration et des calculs précis, notre champion calcule mûrement chacun de ses coups. Ce coup peut se jouer de deux façons. La première repose sur un coup de chance. Mais il y a mieux à faire. Par exemple, se servir des marques sur la bande comme sorte de guide mathématique. Tout d'abord, calculer l'angle normal pour frapper les billes visées. Et comprendre que pour ce faire, sa propre bille doit rebondir au point 3. Ensuite, se préparer à donner le coup. Et il a besoin d'un chiffre de position adéquate. Cela exige une série différente de chiffres. Absolument pas, à condition de savoir ce qu'on fait. Vous voyez la position de queue en 4. À présent, une simple soustraction. 3 retiré de 4 reste 1. S'il tire vers la marque numéro 1, il devra réussir le coup. C'est ce qu'on appelle, pour le système carré, jouer du carreau. Angle naturel, 2. Cherchons la position de tir. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 2 retiré de 3,5 reste 1,5. Il faut donc tirer à mi-chemin entre le premier et le second losange. Ah non, Donald, les mathématiques ne se traitent pas au pifomètre. Ça n'est pas compliqué. L'angle naturel est 2. Position de tir, 3,5. 3,5 moins 2, combien cela fait-il? Vous vous compliquez vraiment la vie, Donald. Sensationnel, Donald. Êtes-vous prêt maintenant à participer au jeu le plus passionnant de tous? Ce jeu se discutera sur terrain spécial, celui de votre intellect. Oh, quelle horreur. Voyez l'état de votre esprit.
Idées surannées, faux concepts, superstitions et j'en passe. Pagaille. Ah, il va nous falloir lessiver tout ça. Voilà, ça prend meilleure tournure. Un nettoyage maison, il n'y a que ça de vrai. Ce jeu est basé sur des cercles et des triangles. Pensez à un cercle parfait, un cercle d'or selon Pythagore. Un cercle parfait. Un cercle parfait. Parfait. Voilà. Insérez-y un triangle. Et faites tourner. Faites tourner vite. Qu'obtenez-vous? Une sphère. Ce qui se présente à l'esprit est la forme des objets. Faites sauter le sommet et... C'est exact. Une loupe. Un objectif est en somme une tranche de sphère. Tous les verres utilisés en optique sont fabriqués grâce à un processus rigoureusement mathématique. Les mathématiques sont mille autres choses qu'une suite de chiffres ou d'équations. Mais revenons à notre cercle et à notre triangle. Faites tourner. Nous obtenons quoi? La roue. Mais oui, la roue. Le cercle a engendré maintes inventions de l'homme. L'esprit peut créer les choses les plus extraordinaires. Si nous faisons tourner un triangle, tel une toupie, nous obtenons un cône. Très bien, Donald. Coupons-le. Le cône est littéralement bourré de formes aussi utiles que mathématiques. Coupons encore. Découpons-le encore. Les orbites de toutes les planètes, de tous les satellites, se trouvent dans le cône. Quelle que soit la manière dont vous le coupiez en tranches, vous restez dans le domaine des mathématiques. Cette tranche nous donnera le réflecteur d'un projecteur. Et celle-ci, l'objectif d'un télescope géant. Une ligne sur un cône nous donnera au choix soit une vrille, soit un ressort. Le ressort qui est à la base de maintes mécaniques. Quel numéro désirez-vous? C'est l'intelligence qui engendre et engendrera chacune des réalisations scientifiques de l'homme. Si on la met méthodiquement à contribution, il n'est aucun problème que l'intelligence ne puisse résoudre tôt ou tard. À cette étoile, ajoutez-en une, et une autre, et encore une autre. Aucun stylet n'est assez pointu pour dessiner fidèlement ce que veut votre cerveau. Aucune feuille de papier au monde ne serait assez vaste pour recevoir l'image de tout ce que vous êtes apte à penser. Ce n'est que dans notre esprit que nous pouvons concevoir l'infini. La pensée mathématique a ouvert la porte à toutes les formes de la science. Chaque découverte en amène d'autres. C'est une chaîne sans fin. Et bien sûr qu'elles le sont. Ce sont les portes de l'avenir. La clé en est... Parfaitement. Les mathématiques, les trésors incommensurables de la science sont empilés derrière ces portes. En temps venu, elles seront ouvertes l'une après l'autre par l'esprit de recherche des générations à venir. Selon les paroles de Galilée, les mathématiques sont l'alphabet grâce auquel Dieu a écrit l'univers.